La ministre, Madame El Haïry, haute commissaire à l'enfance, ainsi que Mister MV, Xavier et Jérémy Guillon. Applaudissements s'il vous plaît. Et c'est à vous. Vous pouvez prendre le micro. C'est pas clair ce placement. Bonsoir. Bonjour. Ouais, c'est pas faux. Mais écoute, je suis bien là. Non, mais au cas où je me décalerai après, c'est juste pour l'ordinateur. Et en même temps, Jérémy, tu es pas à la bonne place, mais moi, je ne suis pas Émeric non plus. C'est pas faux non plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup, je vais laisser le mot d'introduction donc, sur cette table ronde, surtout d'explication sur comment on traite aujourd'hui les cyberviolences dans le monde numérique. Donc je vais laisser Madame El Haïry, donc haute commissaire à l'enfance, prendre la parole au début. Et derrière, après, il y aura donc Mister MV et Mitsu qui va nous rejoindre, qui est sur une autre scène, pour qu'on puisse parler de comment ça se passe dans le monde numérique. Vous présentez aussi du coup notre solution SafeBear, parce que du coup, ils sont ambassadeurs de ce que l'on fait. Et après, du coup, on aura aussi une session de questions-réponses avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Moi, je suis très contente de partager, en tout cas, ce moment et cette ouverture pour plein de raisons. Moi, ma mission au quotidien, c'est faire de la protection des enfants dans le monde réel et dans le monde virtuel. Dans le monde réel, c'est la lutte contre les violences sexuelles, les violences à l'école, dans le sport. C'est briser des tabous, des choses qu'on a du mal à nommer, et en aidant chacun à avoir des repères, à identifier, à alerter, à signaler, dans le monde pour le coup réel. 70% des violences sexuelles, elles sont faites de manière intrafamiliale, c'est-à-dire à la maison, autour de proches, et du coup c'est encore plus dur de dire. Mais il n'y a pas que ça comme violence. On a aussi aujourd'hui de plus en plus du harcèlement, du cyberharcèlement. Et donc on a des violences qui ne s'arrêtent plus. En fait, toute ta journée, c'est pendant, après l'école, à la maison, dans sa chambre. Et puis on voit arriver de nouvelles tendances qui sont assez graves en fait. On voit de l'exploitation sexuelle qui est faite des enfants. Avec des pédocriminels qui recrutent et qui te forcent ensuite en te faisant du chantage parfois. Ça s'appelle de la sextorsion et ça touche des jeunes de plus en plus jeunes. Et donc face à tout ça, on fait pas mal d'actions qui vont être d'abord de la sensibilisation, de l'information, mais aussi muscler la justice parce qu'en fait on a des besoins. Et c'est là où moi j'étais hyper heureuse de trouver Safe Zone, de voir les travaux de SafeBear, parce que ça a créé une sorte de Safe Zone, j'ai un lapsus toute seule, où on se dit comment demain je peux prouver que j'ai été harcelée, comment je suis pas obligée de lire toutes les horreurs parfois abjectes qui ont des conséquences sur la santé mentale, parce que c'est ça. Comment, quand tu as été t'es en pleine sextorsion, tu en parles à tes parents, alors que t'es pas parfois toujours hyper fier d'avoir accepté de faire une vidéo, d'avoir envoyé une image. Et ben moi, ma mission, c'est de trouver les meilleurs ambassadeurs, les meilleures solutions, d'en parler au maximum à l'école et de faire que notre société, elle change de regard et que du coup, on arrête plus vite les violences. Et c'est pour ça que je suis hyper heureuse, très sincèrement, pour le job et ce qu'a fait SafeBear, parce que je suis sûre que demain, et c'est déjà le cas aujourd'hui avec la justice, eh ben on peut arrêter ces violences si on a les éléments de preuve et on n'est pas obligé de voir toutes ces horreurs, parce que grâce à la techno que vous avez développée, eh ben on identifie, on alerte plus vite. Donc un énorme merci. J'ai une seule certitude, c'est que ce combat-là contre les violences qui sont faites dans le monde réel et dans le monde virtuel, elles sont liées. Faut pas croire, hein, ça a des conséquences. C'est extrêmement lié. Et que pour avancer dans ces combats, il faut que chacun prenne sa place et sa part dans le jeu. Moi, je suis pour le coup une geek assumée et une joueuse, mais dans le jeu, aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où tu sais plus comment tu signales. Il faut des communautés qui soient plus solidaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la Japan Expo, la Safe Zone et des scènes magnifiques comme celle de SafeBear participent, j'en suis convaincue, à la protection des enfants et aussi à des belles valeurs. Donc merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais aussi laisser Xavier, qui a Mister MV, quand même se présenter. Donc il faut savoir que ça fait quand même une bonne année et demie qu'on discute et qu'on travaille, mais je vais te laisser aussi peut-être introduire le pourquoi du comment tu as connu SafeBear. C'est quand même important. Et après, du coup, on va vous diffuser une petite vidéo qui est doublée par quelqu'un qui était sur la scène hier, Donald Renew, qui est aussi un de nos ambassadeurs, mais qui ne peut pas être là aujourd'hui.
par rapport du coup à qu'est-ce que c'est cyber, et après du coup on va en discuter, vous expliquer ce que l'on fait et le constat aujourd'hui qui est malheureusement présent. Oui, bonjour. Donc, je suis plus un mec du bonsoir, mais bonjour. Oui, donc je suis Mister MV Xavier Dang et je suis un dinosaure de Twitch, donc le plus vieux streamer partenaire de la plateforme en français. Donc commencé en 2012 avec la plateforme et donc forcément il y a eu de la notoriété qui est venue avec, et aussi vu que je me suis placé. Enfin, j'ai eu quelques sorties politiques sur Internet, sur les réseaux sociaux, notamment contre l'extrême droite. Quand il y a eu les élections européennes, puis les législatives anticipées, donc voilà, je me suis exprimé et il s'est passé des choses. Le réseau X, Twitter, enfin anciennement Twitter, donc cette poubelle en feu qu'on adore tous. Voilà, j'ai reçu beaucoup de messages de menaces, de harcèlement, menaces de mort, etc., menaces sur la famille. Et du coup, c'était un peu dans le timing où, avec Jérémy, on s'était contacté et il m'avait parlé de SafeBear. On en parlait notamment éventuellement autour du cadre du The Event et compagnie. Et je lui ai donné accès à mes données, notamment mes données Twitter, pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe sur un gros compte. Et donc, on a recensé à peu près 5200 messages d'insultes, de haine, de menaces, des trucs comme ça. Donc, c'était un peu intense. Mais bon, ça va, j'étais habité par une puissance supérieure. Donc je postais, mais je regardais pas. Même si je voyais que il y avait des tweets avec 5000 quote tweets, 5000 citations, je me disais que ça devait y aller énervé. Mais surtout, voilà, je suis père de famille d'une petite qui va avoir 8 ans et qui dans quelques années va être confrontée au réseau et compagnie. Et puis les enfants maintenant sont de plus en plus exposés à la technologie de plus en plus tôt, surtout dans les milieux très urbanisés. Donc voilà, ça m'intéresse évidemment vu que le monde donne en plus d'outils aux détraqués. Donc il est important également que les gens se protègent, et surtout les enfants que ça soit par la méconnaissance de toutes les possibilités de phishing, de technologie et d'impersonnalisation des gens, et les parents qui sont totalement paumés sur ce genre de technologie ou sur la technologie en général. C'est important de simplifier les outils pour pouvoir protéger tout le monde. Voilà. C'est une très belle introduction. Ce que je vais peut-être faire, longue introduction. Longue, c'est pas grave. Je vais peut-être faire, c'est du coup, je vais vous mettre une petite vidéo qui dure à peu près une petite minute 30 avec du coup la voix de Donald pour que vous puissiez comprendre ce que l'on fait. Et comme ça, après, on va pouvoir en parler. Ça laissera aussi le temps à Mitsou d'arriver avec son golf kart le plus vite possible. Parce que là, je sais pas où il est. Compte sur lui. Salut, je suis SafeBear, ton compagnon d'aventure. Connecte-toi vite, je t'embarque avec moi. Mon travail, c'est d'analyser tous les messages que tu reçois sur tes réseaux sociaux. À chaque fois que je détecte un comportement inapproprié, je récupère le message. Je l'enregistre et ça part directement dans ton coffre-fort blockchain. Tu peux observer tout ce que je fais sur ton application et retrouver le résumé de ces actions sur ton tableau de bord. Tu peux aussi protéger quelqu'un de ton entourage. Un enfant, un parent, un ami, bref, quelqu'un que tu veux voir serein dans ses interactions en ligne. Avec son autorisation, tu peux voir les messages problématiques qu'il reçoit. Mais pour nous, le respect de l'intimité passe avant tout. Chaque semaine, tu reçois un récap pour t'assurer que tout va bien. Si un jour la situation devient problématique et que tu es victime de cyberharcèlement, sache que je serai là pour t'aider à te défendre. Pour porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie, il faut que tu constitues un dossier de preuve avec les messages que j'ai enregistrés. En un clic, l'application te permet de l'envoyer directement à l'agent lors de ta déposition. Ces preuves sont horodatées et infalsifiables et donc utilisables auprès de la justice. Le cyberharcèlement n'est pas une fatalité, alors protège tes réseaux sociaux pour vivre sereinement. Donc voilà du coup ce que l'on fait. Donc merci à Donald d'avoir fait cette magnifique voix off. Le GOAT, voilà, tout simplement. Exactement. Donc pour vous expliquer un peu comment en fait on est arrivé du coup à cette technologie en fait, de comment ça marche, il faut savoir que la majeure problématique aujourd'hui, c'est la preuve. Les dernières statistiques, elles sont de 2021. 5 millions de plaintes, 54 condamnations. Je ne vais pas vous faire le ratio, mais c'est très peu. La raison principale, c'est que pendant des années, on nous a dit « prenez des captures d'écran, amenez-les aux officiers ». Est-ce que vous pensez qu'un officier va prendre 200 captures d'écran, les authentifier une par une, alors qu'il a déjà des piles de dossiers? Là, c'est une première problématique. Après, on a dit « faites-les expertiser par un huissier ». C'est bien,
mais finalement c'est à l'appréciation du juge. Donc on a une deuxième problématique, c'est qu'on va peut-être payer un huissier et que finalement en fait ça ne sera pas recevable pour un pixel qui a pété ou quelque chose comme ça. Donc nous on s'est dit aujourd'hui qu'est-ce qui est painful pour la personne? C'est collecter ses preuves, avoir en plus à le faire plusieurs fois, donc ressasser ce qui se passe, et surtout avoir des dossiers mais interminables à amener auprès d'un officier de police judiciaire qui ne va pas savoir les traiter. Donc nous, notre système, il est très simple. On a une application web, vous venez, aujourd'hui on couvre 4 plateformes, Instagram, Twitter, Snapchat et TikTok. Vous venez connecter ces comptes avec votre consentement, et nous en fait, avec de l'intelligence artificielle, on va venir plusieurs fois par jour analyser ce qui se passe, aussi bien sur les commentaires publics que sur les messageries privées avec votre consentement. Si on trouve par exemple un fait de cyberharcèlement, ça peut être de la menace, la discrimination, du discours haineux, etc. On le certifie, on l'authentifie, on vous le met dans un coffre-fort, on vous le labellise par rapport à la loi française, et en un clic, vous pouvez aller porter plainte en vous rendant en police ou en gendarmerie. Voilà, nous, ce qu'on a fait, et ça coûte 4 € par mois. On a fait en sorte que ce soit très accessible auprès de tout le monde. Il faut savoir aussi que depuis hier, on a un partenariat officiel avec Orange, qui permet à n'importe quel parent pour un enfant de moins de 18 ans d'avoir un forfait dédié qui s'appelle du coup le Safer Phone, où du coup on est inclus pendant 12 mois dedans et que vous pouvez retrouver de tous les Orange de France depuis hier. Donc ça c'était la petite introduction. Pour parler un peu aussi de ce qui se passe en termes de cyberviolence, comme disait Madame El Aïri au début, il ne faut pas oublier 2 choses majeures. Les enfants sont de plus en plus jeunes sur les écrans. Aujourd'hui à peu près c'est 9 ans. Un enfant il a son premier téléphone à 9 ans. Les réseaux sociaux c'est 13 ans avec accord parental, 15 ans sans accord parental. La problématique c'est que à 9 ans, un enfant sur Twitter, Snapchat ou peu importe, il va forcément être exposé. C'est sûr et certain. La probabilité, c'est impossible. Et on a aussi malheureusement un phénomène de plus en plus commun, c'est des plateformes qui se disent spécialisées pour les jeunes. Je tiens quand même à le préciser parce que moi c'est quelque chose dont j'ai crié plusieurs fois à la Commission européenne. On a des plateformes qui nous disent ce sont des plateformes de rencontres amicales pour les 11-18 ans. Il y a peut-être déjà un problème. Des plateformes qui sont financées, hébergées, tout ça, etc. Peut-être déjà une première problématique. C'est un nid à pédophiles, mais ça, on va dire... Mais juste sur ce point, en réalité, c'est pas parce que tu déclares que tu as 11 ans que tu as vraiment 11 ans. Il est là le problème. Donc en fait, c'est un marché à pédocriminels. Bien sûr. Enfin, c'est zéro confiance. Ah bah là, de toute façon, et ces plateformes-là, elles sont soutenues, mises en avant. Bon bref, c'est une aberration sans nom. Et ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique, c'est aussi ce que vivent les personnalités exposées. Publiques, sportives, personnalités publiques aussi comme Mr MV, qui en fait, à la moindre prise de position, peu importe ce que c'est, même pour dire son avis sur un restaurant, il va s'en prendre plein la gueule parce qu'en fait, on est sur un problème aujourd'hui de pseudonymisation. Les gens pensent en fait qu'ils sont invulnérables sur Internet avec un arrobase et surtout que, oh là là, j'ai un VPN, personne ne peut me retrouver. Qu'on soit clair, net et précis, la première fois que vous allez sur un réseau, on sait qui vous êtes. Toutes les traces y sont, peu importe ce que vous avez. C'est pas très compliqué. Donc en fait, il faut aussi faire changer la peur de camp. Ça, c'est une vraie problématique. Et effectivement, d'un point de vue justice, aujourd'hui, la problématique, c'est des procédures très longues qui, en plus, du coup, vu que c'est des trucs qui vont se délayer sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, les gens se disent ça n'arrivera jamais, on ne va jamais aller jusqu'au bout de la procédure et évidemment, ça va s'oublier. Nous aussi, on va travailler, et c'est notre objectif de travailler avec le gouvernement, pour faire changer la législation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le cannabis, à une époque, c'était pareil. C'était des procédures très longues, et finalement, quand c'est devenu du pénal, bizarrement, ça fait un peu plus mal au portefeuille quand on se prend moins 500 € quand on se fait contrôler. Demain, si un officier de police judiciaire peut identifier un gamin en situation de harcèlement, il va taper moins 500 € au portefeuille des parents, je pense qu'on va quand même calmer un minimum la situation. Mais ça, c'est juste le fait d'action-réaction. D'un point de vue, MV, moi, ce que je voulais aussi savoir, c'est comment toi, tu as vu l'évolution avec le temps, parce que quand même, tu es depuis un bon bout de temps sur les réseaux, aussi bien sur Twitch, les réseaux en live, et aussi, du coup, les réseaux X, Instagram, tout ça, etc. Comment tu as vu, en fait, l'impact des gens sur les commentaires, le fait qu'ils étaient de plus en plus durs, ou alors, en fait, il n'y avait plus, en fait, aucune barrière, aucune limite? Ouais, moi je suis pas... Enfin, malgré l'exemple que j'ai pris tout à l'heure pendant les élections, je suis pas un exemple trop à plaindre. Je veux dire, je suis un mec... je suis un mec racisé mais vite fait. Je suis un gentil asiate, ça va, n'est-ce pas, le racisme toléré. Mais visiblement... Mais autour de moi, j'ai vu beaucoup de choses évoluer, notamment, évidemment, auprès des créatrices. C'est là où c'est le pire. Enfin, moi, sur Twitch, par exemple, la quasi-intégralité des streameuses françaises qui ont une certaine audience ont toutes leur collection de stalkers, d'érotomanes et de mecs horribles
qui les harcèlent, qui leur envoient des trucs, qui essayent de trouver leurs informations privées et de les relayer à d'autres. Donc pour elles, c'est vraiment problématique et c'est capital, justement, qu'on puisse comment dire, et bien rendre ce genre de démarche beaucoup plus simple, parce que dans le cas de l'érotomanie, par exemple, ça se termine toujours mal. Et à l'époque, en tout cas, la police attendait toujours, entre guillemets, il fallait entre guillemets presque créer une situation de confrontation préméditée pour que le mec soit pris sur le fait. Et bon voilà, enfin, c'est tout un tas de non-sens absolu. Par rapport oui, à l'ambiance des réseaux ces dernières années, c'est vrai qu'on est passé d'une ère où c'était un petit peu too much, où les gens étaient beaucoup trop fans des créateurs, créatrices de contenu, et c'était un peu de l'amour et du parasocial sans limite. Et la tendance est un petit peu inversée. Maintenant, et on peut le comprendre, hein, ça peut être plein de choses. La difficulté même sociale, enfin, ou autre, mais maintenant c'est beaucoup plus agressif, c'est beaucoup plus all-in. Évidemment, l'anonymat sur Internet et les réseaux sociaux où la sensation d'anonymat a beaucoup contribué à ça. Mais c'est vrai que oui, ça part beaucoup plus dans le clash, en menace. On cherche la punchline, même sur les réseaux sociaux. Enfin, tout est un peu axé vers le drama depuis quelques années, le drama, la punch et tout, l'opposition. Donc c'est un peu plus vénère, mais comme dit, moi, plus que ma situation personnelle, ouais, c'est vraiment la situation pour ce qui est de mon milieu, des créatrices et des racisés, des gens racisés et des femmes racisées. Alors là, c'est encore autre chose. Mais voilà, qui prennent la max, l'homophobie aussi, la transphobie, ça y va vénère. Et puis en tant que père de famille, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint l'aventure. C'est surtout, on commence à en parler, mais ouais, toute la protection de l'enfance par rapport aux pédocriminels, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que quand on dit cyberviolence, souvent les gens en fait ils s'arrêtent au spectre du cyberharcèlement et c'est déjà une problématique. Mais les cyberviolences, c'est beaucoup plus large. On a la pédocriminalité, on a le grooming, donc les majeurs qui vont du coup draguer des mineurs. On peut avoir aussi l'ultraviolence des gens, parce que j'ai déjà eu des créatrices de contenu qui sont venues vers moi me disant moi par exemple j'ai été raid sur Discord et je me suis pris 20 ou 30 images de gens en train de se faire décapiter. Et le but c'était de choquer. En fait, de toute façon, il faut bien comprendre un truc, c'est que dans les cyberviolences, l'objectif final de la personne en face, c'est de vous choquer ou de vous faire réagir. En fait, c'est un principe un peu humain, un peu bête, mais c'est je t'impacte, du coup j'ai ma récompense. Alors qu'en fait, quand on ignore, ce qui arrive sur beaucoup de créateurs, ils ignorent, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Alors c'est bête de dire ça, il faut aussi stopper le phénomène, mais il y a vraiment quelque chose de jamais alimenter en fait ces personnes-là. Et c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, et peu importe entre guillemets ce qu'on a pu voir, mais je vais penser par exemple à ce qu'a pu prendre Ultia au The Event. Ouais. En fait, ça a duré jusqu'à ce que le procès soit passé. Les gens continuaient en mode qu'est-ce que je vais prendre ? Et il a fallu qu'il y ait un procès et des gens condamnés pour que les gens disent bon, je vais peut-être arrêter. Et c'est ça aussi, par exemple, vraie problématique aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une réaction, en fait, oui. une action pour qu'il y ait quelque chose qui s'arrête ou quelque chose, en tout cas, qui se tasse. Puis c'est le même effet, de toute façon, sur les réseaux que l'effet de bullying au collège. Hein. De toute façon, ce qui s'est passé avec Ultia, déjà, bon, son intervention au The Event, elle était plutôt juste à l'époque. Et en fait, elle a été prise à partie et elle est devenue, pendant 2 ans, entre guillemets, le symbole de la meuf qui casse les couilles au mec fun, quoi. Mais pour rien, elle pouvait parler de n'importe quoi, faire sa vie, et il y avait toujours un peu ce même crew qui revenait, et ça a duré 2 ans. Donc ouais, c'est typiquement ce genre de choses qu'on va éviter. Ah, formidable. Il est arrivé en carte. Comment ça va ? Ça, monsieur ? En légende. Ouais. C'est la petite interlude où il arrive en carte, mais du coup il n'y a pas le carte. Déçu, un peu déçu quand même. Désolé pour le retard. Bonjour à tous. Non mais c'est ça en fait, c'est qu'en fait elle a été prise à partie pour rien. Alors je vais peut-être laisser du coup Mitsu aussi se présenter. Non, oui. c'est ce que vous étiez en train de dire, c'est super intéressant, donc allez-y, il n'y a pas de problème. Je le présenterai après, j'ai tout le temps. Mais du coup oui, on était Ultia. Je sais qu'elle voudrait pas, elle aurait pas envie qu'on en parle à l'infini, mais oui, au moins il y a eu une condamnation, il y a eu un procès. C'est ça. Et donc oui, ça a commencé un petit peu à faire réagir, et c'est ce genre d'avancée, entre guillemets, on va montrer progressivement, et notamment via SafeBear, qu'il va y avoir de plus en plus, entre guillemets, de poursuites, de condamnations, ou au moins que ça bouge et que ça fasse un peu peur, qu'on comprenne qu'il n'y ait plus une immunité totale derrière ce qu'on dit, les dingueries qu'on peut dire. Parce que oui, c'est vrai que
moi je parle en tant que personnalité publique, mais c'est encore pire pour des ados ou autres. C'est-à-dire on peut s'habituer à 1000 personnes qui te disent je t'aime, mais on ne pourra jamais s'habituer à une personne parmi tous ceux-là qui te menace de mort ou qui menace ta famille de mort. C'est ça. Et ça, c'est des choses que humainement, on n'est pas armé pour pouvoir tanker ce genre d'informations. C'est un petit peu dur. C'est humain. Hein. Et encore pire quand on est une personne vulnérable, donc voilà, jeune, etc. Donc ouais, c'est ce genre d'enjeu, quoi, clairement. Donc Monsieur Mitsou, il était bien la balade en carte? Elle était géniale. Encore une fois, désolé, j'avais 2 conférences en même temps, j'ai fait au plus vite, je suis vraiment désolé. Très rapidement, je m'appelle Mitsou, je vis au Japon depuis 15 ans, j'ai une chaîne YouTube depuis 4 ans sur laquelle je vous présente un petit peu la culture japonaise, un petit peu les différentes expériences que j'ai l'occasion de vivre là-bas. Et ça fait quelques mois maintenant que SafeBear m'a invité aussi pour être un des ambassadeurs du produit, de la marque, parce que personnellement je suis aussi très très touché et très investi dans la lutte contre le cyberharcèlement, plus grandement même dans la lutte contre justement tous les tabous autour de la santé mentale, et vous savez que c'est extrêmement lié, et donc merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait sincèrement extrêmement plaisir. Voilà. Du coup, je vais te retourner les premières questions que j'ai fait à MV parce que comme ça, c'est ton tour. Hein. Mais du coup, est-ce que toi, tu as vu une évolution depuis que tu es sur les réseaux de l'impunité en ligne et la façon dont les gens en fait interagissent avec toi par rapport du coup à ces sujets, comme tu disais, de cyberharcèlement, de choses comme ça, parce que je pense qu'on a quand même vu une évolution. Mais toi, comment tu l'as vu et comment tu l'as vécu? Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai eu une montée très rapide. J'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai eu 100 000 abonnés sur la première année. Donc ça a été beaucoup plus rapide que beaucoup de gens. Et ce qui fait que j'ai vu cette évolution nette sur 1 an à peine. Ça a été extrêmement restreint. Donc au tout début, quand tu crées une communauté sur Internet, c'est que de l'amour. Parce que tu n'as que des gens qui s'intéressent profondément à toi et qui vont venir te voir. Et c'est vraiment que de l'amour. Et on me l'avait annoncé, on m'avait dit, tu verras, c'est que des good vibes. Mais plus en fait ton contenu va grossir et va atteindre un public qui n'est pas ton public de base, plus là tu vas commencer justement à recevoir des critiques plus ou moins violentes. Et c'est à partir de là en fait que dès que tu vas faire un petit truc qui peut être mal pris, qui peut être mal revisité, qui peut être mal réinterprété par certaines personnes, là ça peut déclencher quelque chose de très rapide. Et moi ma première toute petite shitstorm, je l'ai prise à la fin de ma première année pour un truc un peu bête, mais juste j'avais peut-être mal expliqué quelque chose. Et j'ai commencé à avoir les premières réactions assez violentes et j'étais pas prêt. J'étais carrément pas prêt parce que je venais de vivre 1 an, ma première année sur les réseaux, que de l'amour de la part de tout le monde, des gens adorables. Et là je me suis pris une première shitstorm et j'étais juste pas prêt, ça m'a plombé. Pour parler des faits, parce qu'on est là aussi pour ça, ça m'a plongé en dépression totalement. Sur la 2e année, j'ai eu de plus en plus de mal en fait à faire ce qu'à la base je kiffais faire, c'était des vidéos et présenter tout ce que j'aimais, la culture japonaise, etc. Et ça m'a atteint tellement mentalement, à savoir que je suis quelqu'un de très anxieux à la base, que j'avais du mal à la fin à continuer d'évoluer dans les choses que j'aimais. J'ai continué malgré tout parce que je me suis dit ce serait con d'arriver à 100 000 abonnés et de s'arrêter là. Mais il y a plein de moments où je me suis sincèrement posé la question, simplement à cause de ces petits commentaires. Et comme tu le disais très bien, j'ai pu avoir pendant 1 an que des messages d'amour. Il a suffi que je commence à recevoir des messages de haine pour me remettre en question et pour commencer à me dire... Enfin, comment dire, à perdre ma confiance en moi. Et c'est pour ça... En fait, je pense, quelqu'un qui va écrire un mauvais commentaire, on le dit souvent, il se rend pas compte qu'il n'est pas tout seul. C'est que lui, il écrit un commentaire. Mais quand c'est un commentaire parmi 5, 10, 15 000 commentaires, tu te rends pas compte en fait du mal que ça va faire à la personne, tu vois. Donc voilà, soyez gentils, n'écrivez pas des mauvais commentaires aux gens. Et même si vous aimez pas un contenu, c'est pas grave, passez à autre chose. C'est ça en fait, le mieux c'est d'ignorer, t'aimes pas, t'ignores. Il n'y a aucune nécessité à venir déverser ça. Qu'on est capable de faire dans la vraie vie. Bah oui. Ça arrive jamais dans la vraie vie, t'aimes pas une boulangerie, tu vas pas aller défoncer la vitrine en disant ton pain il est dégueulasse. Non. Ça n'arrive pas, non. Tu vois. Donc c'est pas grave en fait de pas aimer quelque chose, c'est humain. Mais il est là le paradoxe intéressant, c'est que tout le monde dit Internet c'est pas la vraie vie, mais finalement en fait ce que tu fais sur Internet ça a des répercussions dans la vraie vie. Donc en fait finalement le parallèle c'est juste que tu n'as plus ce syndrome de la distance ou de la proximité, mais en fait les actions que tu mènes et les conséquences qu'elles ont c'est les mêmes. Demain effectivement tu vas défoncer une boulangerie et tu le fais aussi derrière sur Internet, les répercussions peuvent être similaires. Bien sûr. Le mec peut tomber en faillite dans les 2 cas, donc j'ai envie de te dire... Disons que moi je viens de... Bon, Internet a un peu sauvé ma vie. J'ai découvert vraiment Internet à ses tout débuts, fin années 90 et tout. Et en fait, entre guillemets, ce chaos total fonctionnait quand tout le monde était anonyme. C'est-à-dire quand tout le monde était anonyme, c'est vraiment, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas cette notion
sur Internet, je suis Dark Sasuke 24, mais dans la vie réelle, je suis François Ruffin. Mais pas du tout. Là c'est maintenant, oui. Enfin, c'est très. T'arrives, t'es traqué de partout. On sait qui t'es de facto, sauf si tu bidouilles énormément. Mais voilà, enfin, maintenant, c'est une interface de ta vie réelle. Et oui, si on te pourrit déjà dans la vie réelle, on te retrouvera sur Internet et ce sera un prolongement des galères que tu... ou bien, au pire, enfin au mieux, ça sera des nouvelles galères, ou au pire, ça sera un prolongement des galères que tu as déjà dans la vie réelle. Donc maintenant, oui. Maintenant qu'il n'y a plus cet anonymat, tout a changé en fait. Donc oui, ces violences, elles ont un impact fou. Et puis aussi, on a un nouveau phénomène qui est un peu différent, c'est qu'avant, si je prends vraiment le cas des enfants, avant, quand on était au collège, tu étais harcelé au collège, tu sors du collège, tu as une zone de paix. Cette zone de paix, tu l'as plus aujourd'hui parce que tu te fais harceler au collège, tu te fais harceler sur les réseaux, ça continue le soir, ça continue les vacances, ça continue la nuit. Et en fait, tu as une boucle infernale qui s'initie. Et puis, tu vas aller voir par exemple un CPE, il va te dire le cyberharcèlement, ça va, on va faire tout un fromage. Sauf que le gamin, en fait, il est en détresse totale. Et en fait, il est là le problème. Le fameux coupe ton téléphone. Voilà, le fameux les téléphones, on va les interdire. Bah, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens ou des parents aussi dont la réaction. La première réaction, ça va être de dire enfin, les mettez pas sur les réseaux, coupez-leur tout et compagnie. Mais le problème, c'est que c'était un discours qu'on pouvait éventuellement entendre il y a 10-12 ans, mais la réalité c'est qu'on va tous, enfin on est tous déjà et on sera de plus en plus de toute façon connectés, enfin ces interfaces numériques et la présence sur les réseaux elle est demandée et elle devient quasiment automatique à un âge qui devient de plus en plus jeune, donc en fait mieux vaut entre guillemets l'encadrer et la sécuriser que entre guillemets essayer de l'interdire alors que tout le monde va y aller et ils vont en subir les conséquences à un moment ou à un autre quoi. Et c'est un facteur d'exclusion, on a bien vu aussi des gamins qui n'ont pas par exemple un téléphone, qui sont pas sur WhatsApp, qui sont pas dans les groupes de potes et tout, c'est un facteur d'exclusion qui va générer en plus du coup du harcèlement à l'intérieur même de l'établissement. Ça tu te dis en fait cet outil numérique devient même maintenant une obligation d'intégration sociale. Bien sûr, parce que même que ce soit les mèmes, que ce soit les trends, c'est des choses qui sont discutées même dans les cours de récréation aujourd'hui. Et si toi t'as pas de téléphone, t'as pas de réseaux sociaux et que t'es pas au courant de ces choses-là, tu vas être exclu à un moment ou à un autre, parce que tu seras pas dans les conversations des autres. Donc c'est pas là en fait qu'il faut attaquer, je pense. C'est pas l'interdiction, comme l'a très bien dit Xavier, on va pas revenir en arrière. Non. Ça, on reviendra pas en arrière. Fini. Donc là, ce qu'il faut, c'est trouver des solutions maintenant sur qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce harcèlement ou pour punir ce harcèlement. Et c'est ce qu'on fait en soi. C'est soi. ce qu'on essaie de faire, exactement. C'est grâce à votre influence, votre implication et nous ce qu'on fait d'un point de vue juridique, on essaie en tout cas de faire avancer les choses. Ce que je vais peut-être proposer sur le temps qui nous reste, ce que je disais, c'est une petite session questions-réponses pour toutes les personnes qui peuvent avoir des questions aussi bien sur ces deux individus très sympathiques qui sont avec moi ou alors sur la solution et ce que l'on fait. Sur l'appli, ouais. Oui, voilà, mais écoutez, on en profite, il peut y avoir des questions très on va quand même parler de vous, on est là pour ça. Bien sûr, mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des questions, n'hésitez pas, il y a un micro, et on est là pour y Qui rapporte le micro main. Ils sont exposés à la table. Ça observe. Tu vois rien sans tes lunettes, c'est ça? Ouais, c'est ça, moi je suis vieux, moi. J'ai un duel de regard. N'hésitez pas à lever la main. Il y a un monsieur là-bas, alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut venir nous aider en régie pour donner un micro. Ah ouais, sinon ça va être. Sinon moi je vais devoir sauter. Ouais, sinon il va falloir sauter de la scène. Sinon j'y vais, mais. Non, je vais y aller, vas-y. Oh là là. Attends, je crois, attends. Non, on a notre. Non, écoute. Écoute, allez. Il y a monsieur Mitsu qui part. Mitsu. Il repart en carte. Il vous en repart. prie. On le revoit plus. Il va chercher le chaland. Bonjour, merci. Salut. C'est intéressant comme solution. Je me posais deux questions. La première, c'est vous parliez d'intelligence artificielle pour détecter du coup ce qui était un message haineux ou autre. Mais du coup, c'est comment vous faites pour différencier du coup les messages entre eux, comme un message un peu con mais qui est juste pour rigoler, ou un autre qui est vraiment haineux. Du coup, comment vous faites la différence? Et deuxième question, c'est plutôt sur les données en soi, parce que ça a l'air vachement intrusif comme solution. Donc comment ça marche en fait? Est-ce qu'il y a un système de rétention de données? Puisque vous parlez de screenshot et tout, donc comment la protection des données est faite pour l'utilisateur pour pas qu'il soit lui-même en danger s'il y a une fuite ou Bien sûr. quelque chose comme ça? C'est très clair. Alors donc sur ta première question, elle est simple. Nous en fait, ce qu'on a fait quand on a développé l'IA, on a surtout réfléchi de faire de l'analyse
donc via des LLM hein, pour expliquer aux gens, donc Large Language Model, donc vraiment des corpus de textes très complets sur la langue française, etc., qui est, je pense, la langue la plus chiante à faire, on va pas se mentir, qui permet du coup de prendre le contexte. Encore une fois, nous, en fait, on ne prend pas d'action à la place de l'utilisateur. Pour te donner un exemple tout bête, tu peux avoir un échange entre deux amis qui vont être un peu piquants et s'insulter. J'ai envie de te dire, que ça soit détecté par l'IA comme par exemple une insulte, tant que tu ne l'utilises pas, qu'est-ce que ça va changer? La data t'appartient. Et du coup, je rebondis par rapport à ce que tu dis au niveau des data. Il faut savoir que nous, en fait, on a un contrat d'utilisateur, un contrat global qu'on fait avec vous, qui est quand même très clair, qui dit que les données vous appartiennent à 100%, que votre coffre-fort, et donc du coup il est encrypté seulement par vous et vous avez la clé, que c'est stocké en France, et que si vous sortez du service, on vous restitue l'intégralité de vos données avec une signature pour dire qu'on l'a effacé de notre base de données. Donc je pense qu'on ne peut pas être plus transparent, je pense qu'on est une des seules boîtes à faire ça dans le monde, il n'y a aucune revente commerciale, il n'y a rien. Donc vraiment, nous, vous payez un service pour vous protéger. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire gratuit. Sinon, si on le fait gratuit, c'est que c'est vous le produit et qu'on revend vos données. Là, on se dit 4 € par mois, vous avez une sécurisation complète. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux et plus transparent. Je crois qu'il y avait un monsieur là-bas aussi qui avait une question. Ouais. Bonjour. Bonjour. Yo. C'est une question un peu longue, car j'ai une amie qui habite en Suisse qui se fait cyberharceler par un grand malade. Et cette personne qui l'harcèle habite en France. Donc c'est pour savoir comment on peut la protéger de tout ça, parce que ça commence un peu à peser sur le moral et elle se fait harceler depuis février et ça devient plus possible. Je comprends très bien ta question. Alors nous, on a déjà des utilisateurs dans, on va dire, Benelux, Suisse, Luxembourg. Alors de toute façon, il faut savoir que la personne où elle harcèle, en fait, en gros, on peut faire valoir la loi française. En plus, si la personne habite en France, c'est d'autant mieux. En fait, le cyberharcèlement, de toute façon, ça dépend où est-ce qu'elle va aller porter plainte. Aujourd'hui, nous, notre service, effectivement, est effectif en France. C'est sûr. On est en train de faire en sorte que l'année prochaine soit disponible en Suisse, etc., et même dans d'autres pays européens, pour faire en sorte qu'on puisse aller déposer aussi cette plainte depuis la solution dans ces autres pays. Après, rien n'empêche à ton ami de prendre la solution et d'indexer tous les contenus problématiques, de revenir vers nous, et nous, on peut le transmettre, par exemple, à son avocat, tout ce qu'on a en termes de data, ce qu'on appelle le grand livre cryptographique avec toutes les interactions de données, pour qu'elle puisse aller porter plainte et qu'elle puisse faire valoir ses droits. C'est quelque chose qui est possible. C'est juste qu'elle ne pourra pas faire un dépôt de plainte direct depuis l'application parce que pour le moment, c'est fait pour la législation française auprès des OPJ français. Mais en tout cas, les data, on reste avec une valeur juridique par rapport à ce que l'on fait. Mais parce que on est déjà allé plusieurs fois dans des commissariats, mais la police nous dit que ils peuvent pas faire grand-chose. Mais quand vous y allez avec des captures d'écran, des choses comme ça. Donc, oui. Donc il y a la problématique de ne pas avoir de valeur juridique. Aujourd'hui, en fait, c'est ça le problème. C'est que quand on vous dit à chaque fois, prenez les captures d'écran, mettez-les, etc., peu importe où tu les mets, ça n'a pas de valeur. Donc en fait, aujourd'hui, il faut imposer avec de la valeur certifiable et opposable. Ça veut dire que c'est à la personne en face d'aller justifier qu'elle n'a pas fait ça, et c'est pas à toi d'aller justifier que tu as été victime. Et en fait, il est là la vraie différence. C'est que nous, ce qu'on veut, c'est que les victimes ont des droits. Les victimes doivent avoir justice. Donc pour avoir justice, il faut que ça soit l'opposé, la personne qui est en train de te menacer, de justifier de pourquoi il a fait ça, et de prouver que ce n'est pas lui qui l'a fait. Mais ça, du coup, c'est une autre histoire. Merci beaucoup. Pas de souci. Il y a une personne aussi là-bas qui a une question au milieu. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, ma question, elle porte essentiellement sur le cyberharcèlement via les emojis. Oui. Donc, si j'ai bien vu, quand vous avez présenté SafeBeer, la plupart des messages étaient entièrement écrits. Est-ce que vous êtes, vous, capable de contrer ces messages qui sont contournés via des emojis? Oui, alors oui, donc tout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'algo speech, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire pour détourner un message en faisant des fautes d'orthographe, mettre un emoji lettre, etc., ou faire un enchaînement d'emojis particuliers, c'est des choses effectivement sur lesquelles nous on entraîne l'intelligence artificielle en permanence. Il faut savoir que c'est nous qui avons développé le corpus de base, donc en fait on peut aussi l'alimenter en permanence et on s'alimente sur tous les modèles open source aussi qui existent, donc pour tous ceux qui connaissent un peu l'IA, les BERT, les Camembert, etc. Et l'objectif, effectivement, c'est de répondre à toute cette problématique parce qu'aujourd'hui, les jeunes, de plus en plus, vont par exemple mettre des insultes en mettant une des lettres en emoji. Mais oui, les plupart on le détecte. Les derniers benchmarks qu'on a fait avec, du coup, Orange, c'était plus de 95% de détection sur l'intégralité des messages testés, moins de 5% de faux positifs. Donc on continue à pousser pour faire en sorte qu'il y ait le moins de faux positifs possible et que ce genre de message n'échappe pas. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille.
Et est-ce que ça marche aussi, par exemple, donc il y a Alliance qui avait fait des affiches justement pour évoquer les nouveaux emojis utilisés par les jeunes pour cyberharceler. Donc je prends par exemple le rond violet. Est-ce que ça aussi, vous êtes capable de le voir? Oui, en fait, c'est des choses, encore une fois, en fait, tout ce qui est dans l'algosphie, c'est des choses qu'on travaille en permanence. Donc, quand il y a des nouveaux langages qui arrivent, nous, en fait, on va venir les inclure et les forcer dans le langage pour faire comprendre à ce que cet emoji sous cette nomenclature est égal à des choses, effectivement, de toute façon, comme on dit, nous, on est une start-up, on n'est pas une multinationale, on est financé par des fonds privés français. Nous, on évolue au jour le jour, on fait du mieux qu'on peut. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, on couvre 4 réseaux, encore une fois, X, Instagram, Twitter et Snapchat. Pardon, TikTok, parce que X et Twitter, c'est la même chose. On est en train de rajouter WhatsApp et Telegram aussi d'ici la fin de l'année. Et on travaille aussi pour l'ajout de l'analyse d'images et de vidéos pour contrer la pédopornographie, le grooming, l'ultraviolence, tout ce qui est autour. Donc c'est des sujets effectivement qu'on traite au fur et à mesure. C'est un entraînement permanent. Et oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille sur toutes les questions que vous m'avez posées. Ok, merci beaucoup. Aucun problème. Ah, il y a une question, monsieur Ouais. devant. Ça y est, ça s'active. Il y a un petit move à faire là. Avant le lâcher de goodies. Ouais, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. En fait, moi j'ai une question par rapport aux réseaux sociaux, comme par exemple X, où les personnes qui peuvent harceler, envoyer des messages, ça peut être des inconnus, des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc, par exemple, dans ce cas-là, si on veut porter plainte contre une personne qui nous cyberharcèle et qu'on a un dossier, est-ce que la personne sera retrouvée en fonction de qui c'est, ou est-ce que si c'est un inconnu, on peut rien faire? Alors, encore une fois, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, l'anonymisation sur Internet, elle n'existe pas. Nous, ce qu'on a fait quand on a voulu développer le module de plainte, on s'est rapproché donc de la Direction Générale de la Police Nationale et du ComCyber, qui est du coup le pôle cyber de la gendarmerie. On a travaillé avec eux pour établir un formulaire très spécifique avec des métadatas très spécifiques qu'on récupère sur ces messages afin qu'ils puissent commencer leur enquête le plus tôt possible. Encore une fois, leur logiciel, quand ils nous ont dit c'est à 98%, ils retrouvent les gens. En fait, c'est pas magique. Aujourd'hui, les traces qu'on laisse sur Internet, je crois il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte, mais on te retrouve quasi à 10 mètres près. Donc, oui, quand quelque chose est instruit et qu'une enquête est faite, on te retrouve. Donc, si quelqu'un sur Twitter, effectivement, va sur de la menace, du dénigrement, du discours haineux et que tu vas porter plainte et que du coup, effectivement, la personne te reçoit, prend le dossier, on lui envoie les choses, etc., oui, il peut retrouver la personne. D'accord, merci. Aucun souci. Il y a 3 questions. Il faut toujours qu'il y en ait un qui lance pour les autres. Bonjour. 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 Je voulais juste savoir, vous parliez tout à l'heure de pédopornographie, de trucs comme ça. Et comment les IA elles sont entraînées pour reconnaître? Vous êtes obligé d'utiliser des images du coup? Alors, pour vous dire, de toute façon, quand on doit détecter quelque chose, on est obligé de travailler sur ce qu'on appelle des bibliothèques, que ce soit images ou vidéos. Et donc, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et donc, du coup, qui vont être obligés, effectivement, à l'intérieur de nos équipes, d'aller vérifier si ce que l'IA a détecté est vraiment de l'ultraviolence, de la décapitation, la pédopornographie. Donc oui, c'est une obligation et même quand aujourd'hui nous on fait du travail de corpus, d'aller vérifier quand nous on va intégrer certains types de menaces, de mort, etc., de vérifier que ça soit bien pris en compte. Donc oui, on est obligé de travailler avec des corpus d'images qui ont été travaillés bien sûr, hein, c'est pas nous qui allons les trouver sur internet, mais avec des organismes spécialisés, etc. Et après on entraîne ces intelligences jusqu'à avoir un résultat au-dessus de 90% pour être vraiment sûr de ce que l'on détecte. Donc oui. Pour répondre à votre question, c'est vraiment le cas. Il y a des gens qui font ça toute la journée. Sacré taf. Ouais. Ça me rappelle un peu quand j'étais chez Webedia et que je traînais près de la modération des forums de jeuxvideo.com. Sympa, hein. Alors eux aussi, ouais, c'est sympa. ils voyaient que des horreurs, des trucs, que des horreurs H24. Ah bah les premiers corpus qu'on a fait, je peux te dire que j'ai tapé un peu sur du JV. Je tombais sur des histoires pas mal, hein. Franchement, mes yeux pleuraient du sang. Compliqué. J'ai une question très technique. Oui. Dans la présentation de votre application, il disait qu'il utilisait entre autres la blockchain pour être sûr que les données soient infalsifiables. Oui. Et aussi, vous disiez que tout ça, c'était dans votre base de données et que quand on quittait l'application, vous effaciez toutes les données, etc. Oui. Et donc, je me demande un peu comment ça marche techniquement.
Est-ce que vous avez une blockchain par utilisateur? Est-ce que c'est une seule grosse blockchain que vous pouvez du coup quand même modifier en fait? Alors, nous en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, pour être complètement transparent, on était sur une blockchain qui était détenue par le groupe AWS France, au tout début. Sauf qu'en fait, ils ont arrêté le service et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce principe de cryptographie et qu'on a directement intégré à l'intérieur du code de notre serveur, ce qui fait que même nous, en fait, on ne peut pas y toucher, sinon ça veut dire que l'intégralité des données ne sont plus accessibles. Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque personne a du coup son numéro de cryptographie avec sa clé d'accès cryptographique qui lui est propre. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous aussi, dans notre ratio parent-enfant, c'est l'enfant, donc c'est-à-dire celui qui est protégé, si on prend ce ratio-là, entre guillemets, cette corrélation, qui donne l'accès via une copie de sa clé cryptographique pour avoir accès à ces messages et qui peut aussi enlever l'accès quand il le souhaite. Nous, quand on fait une restitution des données, on va demander à l'utilisateur, voilà, tu nous donnes ton nom, ton prénom, ton adresse mail avec laquelle tu t'es inscrit. On sort le dossier cryptographique qu'on peut aussi envoyer à des avocats ou des choses comme ça. On leur restitue. Il nous faut une validation qu'ils ont bien tout. Et à ce moment-là, du coup, nous, on fait une suppression complète avec, du coup, toutes les clés et ce qui était autour. Et on le justifie par un mail ou peu importe ce qui sera demandé par l'utilisateur que ce n'est plus actif chez nous et que, du coup, il n'y a plus aucune trace de cet utilisateur chez nous. Ok, d'accord. Bien compris. Devant, il y a aussi des questions. Merci beaucoup, le monsieur au micro. Merci, ouais. Bonjour. Bonjour. Pour l'application, déjà c'est génial, mais c'était pour savoir, vu que vous parliez de tout ce qui était pédocriminalité ou des personnes qui peuvent être vulnérables, si jamais il se passe quelque chose, par exemple, où c'est du harcèlement au sein de la famille ou quoi, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un chat où vous avez un lien avec des associations ou quoi pour dire que si la personne elle est isolée, on parlait de santé mentale aussi, ça peut être super dur et du coup savoir s'il y avait un complément, même si c'est déjà génial bien sûr, mais s'il y avait un complément pour accompagner justement sur le chemin qui peut être super, d'autant plus difficile quand c'est quelqu'un qu'on connaît ou bien sûr. la famille. Alors aujourd'hui sur l'application, donc nous on a un service, un chatbot 24/24 qui répond déjà de base avec une personne au service client qui va pouvoir rediriger. On a aussi toute une section qu'on appelle comment réagir avec des numéros d'urgence. Alors il faut savoir que si on est vraiment en situation de détresse, on peut aussi appeler le SAMU, les pompiers, etc. Ils sont capables aussi de nous écouter, de nous accompagner, etc. Après, nous aussi, on met des ressources en place pour effectivement aller contacter des associations, mais souvent les associations, ça arrive dans l'après. C'est-à-dire que ça va arriver quand le mal est déjà fait, quand on est déjà en procédure ou quand on a déjà subi la chose. Nous, l'objectif, c'est que ça n'arrive pas. Nous, on agit avant et pendant pour jamais qu'il n'y ait d'après. Donc, bien sûr, il y a toujours des cas à la marge qui arrivent. Et effectivement, c'est pour ça qu'on met toujours des ressources en place. Et aussi le fait de ce qu'on appelle le statut de protecteur. C'est-à-dire que nous, un compte parent ou enfant, donc un enfant peut ajouter autant de protecteurs qu'il le souhaite. Si par exemple, il se rend compte qu'en intérieur de sa famille, ça ne va pas et qu'il veut mettre son grand cousin, son grand-père, etc., il peut, et c'est le grand-père qui aura aussi accès à des alertes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, mais quand par exemple quelqu'un est victime de menaces, il reçoit une alerte directe. Menaces physiques, sexuelles, peu importe, etc. Il reçoit un mail en disant « tu as été victime » et la personne qui le protège, il y a eu une interaction qui a été catégorisée comme menace. Parce que la menace, c'est la seule chose où on peut aller porter plainte directement. Cyberharcèlement, c'est 3 faits répétés sur une durée de 3 mois. Bon, voilà, on connaît la délimitation de la loi, mais en tout cas, la menace, c'est une fois. Donc on est victime, on reçoit, on peut se pointer direct et éviter que des drames se passent. Aucun souci. Bonjour. Bonjour. Moi, Bonjour. je me demandais si dans le futur, du coup, vous allez étendre à d'autres plateformes. Je pensais par exemple à YouTube et Twitch, justement pour protéger au niveau des chats, justement tout ce qui va être petit YouTuber, tout petit streamer. Alors, soit tu as des infos en interne, mais oui, effectivement. Ou tu es peut-être un commercial chez nous déguisé, mais je pense pas. Donc oui, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a donc la solution qu'on appelle grand public, donc qui est disponible auprès de tout le monde, où là, du coup, on peut se protéger sur les plateformes, réseaux sociaux, donc voilà, avec l'ajout de WhatsApp et Telegram. Mais on va aussi créer une section plutôt professionnelle, donc effectivement qui va se diriger vers les créateurs, créatrices de contenu avec YouTube RTMP, Twitch RTMP, donc pour le chat en direct, mais aussi pour les grandes entreprises et aussi les petites entreprises pour protéger les salariés en interne. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose,
Aujourd'hui, le cyberharcèlement, ça s'étend aussi en entreprise. On appelle ça les risques psychosociaux. Et sur Teams, sur Slack, il y a énormément de choses qui se passent. C'est un trou de plusieurs pourcentages de PIB. Ça se compte en milliards par an de ce que ça coûte à l'État chaque année, ce genre de problématique. Mais donc oui, en fait, on essaye vraiment d'être sur le plus large spectre. De toute façon, nous, en fait, on évolue avec ce qu'on a. C'est-à-dire plus on a de personnes qui souscrivent au service, plus on a de rentrée d'argent, plus on développe. Et malheureusement, c'est comme ça que marche une start-up. Donc effectivement, là, on investit au fur et à mesure. De toute façon, c'est que de l'investissement et de la recherche pour développer au plus vite le maximum de choses. Et très beau t-shirt par la même occasion. Je ne sais pas si tu as vu, mais... Et beaucoup de t-shirts Speedon, bien sûr. Ça régale. Merci, merci. Bonjour. Bonjour. J'avais une question très rapide. Par exemple, on reçoit beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas, des nudes. Oui. Comme ça, du premier message, c'est une nude. Est-ce que ça bloque directement qu'on n'est pas tombé dessus ou pas? Alors, nous, en fait, il faut bien comprendre quelque chose. Notre objectif, c'est pas ni de bloquer, ni de supprimer. Pourquoi? Parce que si, en fait, nous, on a une interaction physique sur votre compte ou sur vos interactions, on perd le côté authentification de la preuve. Par contre, ce qui peut être fait, et là, du coup, c'est une réflexion un peu plus large, c'est que nous, en fait, notre service, quand il a détecté le message, la personne en question, si par exemple vous en pouvez plus, elle continue. Vous pouvez la bloquer de toute façon, vous avez les preuves contre cette personne. Vous pouvez vous rendre au commissariat et faire quelque chose. Donc effectivement, quand on aura la détection d'images et de vidéos qui arrivera plutôt l'année prochaine, sur ces sujets-là, quand après en fait vous voyez le pseudonyme et vous l'avez reconnu, vous savez, vous pouvez supprimer, bloquer la personne, vous avez la preuve. Donc tacitement, après vous pouvez vous rendre et faire une action. Mais il faut vraiment comprendre ça. Si une application vous dit qu'elle agit sur vos contenus, ça veut dire qu'il y a de la modération humaine derrière et que vous n'avez plus le côté preuve, vous n'avez plus l'authentification et qu'il n'y ait pas eu d'interaction humaine du cheminement de bout en bout. Merci. Aucun souci. Je crois qu'on a pété le timing, mais personne nous a dit de sortir, donc peut-être que c'était la pause repas. C'était peut-être la pause repas. Là, tout le monde est parti, on est tout seul sur scène. Ça régale. Ah oui, c'est ça qui se passe. On nous a dit oui à peu près. Il n'y a plus personne en régie. Ouais, c'est ça. Là, en fait, là, les micros sont open. Il y a 3 nouvelles questions. Bah, on continue, hein. Écoutez, moi je prends. Il y a des on a le time, j'arrive en retard. Donc c'est au cas où, il faut voir ça avec Mitsu. En plus, c'est technique là, donc c'est surtout toi qui tank, hein, nous. Hein. On récupère les 20 minutes qu'on a perdu. Just chilling, bro. Petit menu manga là. C'est jamais. Du coup, j'avais une question par rapport aux trucs de chat comme Discord ou WhatsApp. Oui. Quand il y a des actions de harcèlement, en fait, c'est pas directement sur Twitter, etc., mais plus en privé, oui. Où les harceleurs sont entre eux sur les chats Discord ou WhatsApp, où ils préparent directement en disant « oui, je vais faire machin, mais comment on fait pour avoir des preuves grâce à eux ?» Ah, tu penses du coup aux raids numériques, ça, etc. Bah, tout ça, en fait, ça, nous, tu vois, c'est un travail qu'on fera peut-être plus tard, plutôt ce qu'on appelle du coup du B2G, donc c'est business avec le gouvernement, où là, du coup, on pourrait mettre à disposition nos outils pour que des officiers de police judiciaire, des gendarmes du numérique puissent aller effectivement à l'intérieur de ces serveurs et commencer, entre guillemets, à aller graber de la donnée. Mais de toute façon, en fait, tant qu'en fait on n'a pas accès à ce serveur-là, on n'est pas non plus magicien, on n'a pas un accord direct avec les API Discord, etc. Peut-être ça arrivera à terme, hein, peut-être qu'on pourra modérer et faire ça à large échelle. Tout est une question en fait de toute façon de comment ça va évoluer avec le temps. On a bien vu de toute façon que ça ne va pas en s'améliorant d'année en année malheureusement. Donc on a quand même de bonnes chances à penser qu'on va pouvoir travailler de plus en plus main dans la main avec les autorités pour pouvoir effectivement éviter ce genre de problématiques. Mais c'est des choses qui sont possibles techniquement. Après, c'est juste des questions d'accord. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de commission. Oui. Et je voulais savoir justement par rapport à l'État, s'il est assez réceptif par rapport au combat que vous faites et s'il vous donne quand même accès à beaucoup de moyens pour justement vous permettre de lutter là-dessus, sur tout ce qui est sur le cyberharcèlement. Alors, nous, encore une fois, on est sur une solution qui, malheureusement, j'ai envie de dire, n'existe pas dans le monde. Donc déjà, c'est quand même une première problématique. C'est-à-dire que nous, on arrive avec quelque chose, on leur explique ce qu'on va faire et ils nous disent « Vous êtes sûr que vous êtes capable de le faire ?» Et donc, nous, on doit leur prouver par A plus B. Alors, on est déjà allé à la Commission européenne, on est déjà allé plusieurs fois à l'État. Donc, comme on a pu voir, il y a Madame El Aïri qui s'est déplacée, ce qui est une bonne chose, qui commence à voir que notre travail depuis plus de 3 ans commence à porter ses fruits. On commence à nous dire, effectivement, ce que vous faites, c'est pas si mal. Donc, ça permet de voir déjà un peu plus largement le fait de pouvoir commencer à intégrer des programmes scolaires, des choses comme ça pour protéger les enfants rapidement. On a déjà eu une entente avec la région Occitanie où on a pu protéger 1000 lycéens.
Donc on a même pu faire des interventions à l'intérieur des classes, etc. On s'est vraiment rendu compte qu'il y a déjà un problème de sensibilisation, un problème de compréhension et surtout un problème où en fait personne ne mesure le risque de où est-ce qu'en fait jusqu'où ça va. Donc moi en tout cas je suis plutôt assez positif sur ce qui est en train de se passer et sur ce qu'on va pouvoir faire dans les années qui arrivent. On continue de toute façon à travailler. On essaye en tout cas main dans la main avec ces personnes-là parce que de toute façon, si on veut faire changer la loi, si on veut faire évoluer les choses, il faut qu'on travaille avec ces gens-là, on n'a pas le choix. Donc on est plutôt confiant sur les prochaines années. En tout cas, on n'est pas financé, on est financé complètement par du privé, des gens du quotidien. Ça peut aller de l'influenceur, streamer, aux médecins ou aux gendarmes. Donc voilà, nous vraiment, on est complètement privé et on a des objectifs, c'est de défendre les gens et de leur donner vraiment des solutions concrètes. Je crois qu'il restait une question dans le tas ici. Mais non, malheureusement, le temps est un peu... on a bien dépassé. J'ai récupéré le micro. C'est lui la dernière question, en fait. Le jugement est tombé. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir écoutés, vraiment. Merci à tous. Merci beaucoup, Mitsu, donc Emeric. Désolé pour le retard, encore une fois. Vraiment, merci d'avoir pris du temps. Merci du coup à Madame El Aïry, qui n'est plus là aussi, d'être venue parler. Et au cas où, si vous voulez nous retrouver, on est un stand juste derrière là-bas et vous pouvez venir, on peut vous faire des démos, etc. Voilà, tout est possible. Face de Nintendo là. Ouais, après voilà, un petit là, Mario vraiment, Kart World, vous déboulez direct. Ouais, voilà, on n'est pas sur Nintendo encore, peut-être un jour, mais là-bas en tout cas. En face. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Et très bon salon à vous. Merci, un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de SafeBear. On se voit tout à l'heure à 13h pour Clair Obscur Expédition 33. Je vais vous demander de me libérer les 2 rangées devant, s'il vous plaît.